Fait que Vincent Le Grand Prix, je le connais depuis quelques années. C'est un ancien collègue de travail chez Savoir-faire Linux. Aidez-moi à accueillir Vincent Le Grand Prix. Alors, bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir, un honneur que j'accepte avec humilité de venir vous présenter Dolibar ici aux Rencontres Linux. Donc, quand vient le temps de partir en affaires, on veut se partir en affaires à son compte. On va être un solopreneur ou on a déjà une petite compagnie. Première chose qu'on veut faire souvent, c'est envoyer des factures. Hein. C'est le nerf de la guerre. Donc, Dolibar est une solution RP-CRM qui permet donc de gérer toute la base de clientèle, les devis commerciaux, les factures, les contrats, les achats, la comptabilité, ça fait vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer aujourd'hui de faire un survol de la solution, mais elle est très vaste, elle est assez mature, elle dure dans le temps depuis, je crois, plus d'une dizaine d'années. La fondation Dolibar qui s'occupe du projet a créé une chanson. Non, mais c'est bon, ça va être le son. On partage. Je ne sais pas si les gens vont avoir le son qui va jouer ici à l'ETS. Alors, on écoute. Si ta boîte prend l'eau de toutes parts et ta compta est un vrai cauchemar, heureusement, il y a de l'espoir. Ce qui se fait de mieux, il y a Dolibar. On va sauter le refrain parce que... Dolibar, 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 Dolibar. Solution, Dolibar, Dolibar, Dolibar. Ça vous explique que Dolibar est fait pour aider la gestion d'entreprise. Et avant tout, c'est un logiciel libre. Libre de droit. Donc, il n'y a aucune licence associée, à tout le moins pour le cœur applicatif. Donc, on se lance. Alors oui, Dolibar, un logiciel libre, 100% sans frais, à part la connectivité, la configuration, l'apprentissage, la personnalisation, quoi. Donc, c'est sûr que votre système doit être hébergé. Hein. On a besoin de le configurer, donc ça prend des experts. Alors, mais au-delà de ça, aucun frais de licence. Donc, c'est gratuit dès que vous avez les capacités techniques et l'infrastructure, donc la connexion Internet, pour rouler le tout. Donc, pas de licence à payer, mais nécessite une gestion normale de système TI. Du développement sur mesure est possible. C'est en PHP. Et donc, on peut se coller au domaine métier ou aux équipements de l'entreprise. Donc, on peut utiliser la technologie PHP, technologie web, donc langage qui est fait pour le web à ses fins. Donc, voilà. Je sais que je m'adresse à un public qui n'est pas tout à fait expert, donc j'essaie vraiment de vulgariser au maximum. Alors, à propos de moi, ben oui, ceux qui m'ont vu peut-être aux rencontres Linux cette année ont eu à peu près cette même information-là, mais je suis tombé dans l'informatique quand Internet était vraiment assez balbutiement, où on s'appelait entre modems là, d'un ordinateur à l'autre, on monopolisait la ligne téléphonique de nos parents pour s'envoyer des messages directement à l'écran. Ouais, c'est ça, il y avait tous les codes, là, THO, etc. Bon, ben, c'était le bon vieux temps. On se connectait au BBS pour jouer en réseau, hein, les bagarres électroniques, là, où là, on avait quoi, un crédit de 24 minutes par jour, puis là, comme ça, on allait battre des dragons en mode texte. Wow. Souvenir. Bon, alors, mais si on revient à Dolibar, bon, mon premier contact avec Dolibar s'est fait, en fait, quand je travaillais pour Savoir-faire Linux, Martial, tu t'en souviens peut-être, en 2011, 2010, je lis 2010. En 2010, on m'a demandé d'envoyer des cartes de Noël. Ça a été mon premier contact. À l'époque, c'était à la version 3 et je me souviens que la fonctionnalité utilisée, c'était pour les envois massifs de courrier électronique. Donc, toute la base de clientèle avait été rejointe au travers de Dolibar pour envoyer, dans le fond, un modèle HTML qui contenait un lien vers une petite application Flash. Au moment de devenir entrepreneur à temps plein, donc ça, on est en 2017, j'ai dû choisir une solution. J'ai choisi une première solution ERP-CRM développée à Montréal, donc quelque chose de propriétaire qui demandait un abonnement après 10 utilisateurs, 10 clients. Après 10 clients, il fallait que je m'abonne. Puis à un moment donné, il y a eu une grande frustration, c'est-à-dire j'ai envoyé des factures
Et le courriel s'est jamais rendu et la compagnie a été incapable de me dire pourquoi le courriel ne s'est jamais rendu. Donc, aucun contrôle sur le transit courriel, puis des factures qui se payent pas. Donc, moi, ça m'a beaucoup frustré. Alors, je me suis dit, ben c'est bon, je vais m'installer mon propre ERP CRM dans mon infrastructure, chose que j'ai fait. Et à l'époque, ça roulait sur un petit Raspberry Pi 1, là, un modèle 1. Donc, c'est vraiment, on a besoin que d'un serveur web et ça roule là-dessus. Là. Donc, c'est très abordable. Voilà, donc, oui, en 2022, on m'a demandé de faire une évaluation pour un mandat client. On m'a demandé de choisir une solution qui allait pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques dans l'économie circulaire avec des besoins de nouvelles fonctionnalités. Donc, le système devait avoir des caractéristiques d'être capable d'identifier des gisements pour l'approvisionnement en économie circulaire. Ce serait pas un cours là-dessus, mais en gros, vous avez un mur de briques à la maison. Vous allez identifier votre brique comme étant on peut la déconstruire, donc la brique va être déconstruite à un moment donné, puis il y a quelqu'un qui va acheter la brique avant qu'elle soit déconstruite, et quand la brique elle est vendue, ben là on déconstruit, et là la brique elle est revalorisée. Et donc, pourquoi? Ben parce que les architectes en sont au point où il y a une pénurie de ressources dans le monde, et une ressource qui est déjà produite, ben c'est une ressource qui ne génère pas de gaz à effet de serre, ou à tout le moins qui minimise la génération de gaz à effet de serre. Donc, dans cette logique-là, il y avait besoin d'un système hautement personnalisable. Et on a évalué des solutions. On avait choisi 3 et Delibar a fini par s'imposer comme la 4e solution qui n'avait pas été anticipée et qui répondait le plus adéquatement aux besoins de personnalisation du client. Pourquoi? Ben parce qu'on a accès au noyau qu'on peut modifier. C'est aussi une architecture modulaire, donc on peut développer des fonctionnalités et les ajouter par-dessus tout ce qui existe déjà. Le tout avec un langage web qui est à la portée de pas mal tout le monde. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, en 2023, mon entreprise de Grand Prix Technologies est devenue, a eu son référencement de Delibar Preferred Partner. Donc, on est reconnu par la Fondation Delibar au Québec et au Canada. Et donc, voilà, on adapte Delibar de plus en plus pour le contexte québécois. J'y reviendrai dans quelques minutes. Donc, depuis 2022, ben, c'est 15 changements du noyau qu'on a fait. On a développé plus de 25 modules personnalisés. 3 sont actuellement sur le Dolistar, la place de marché de Delibar. Et ça aussi, je vous en parle un peu plus tard de l'écosystème. Le plan de la présentation, j'ai 40 minutes. J'ai déjà dû en bouffer 10. C'est un style libre, un peu en format improvisation interactive. Donc, à côté, sur mon ordinateur, je vais prendre le contrôle. J'ai un site Delibar préinstallé. Bon, je vais passer au travers de tout le processus avec vous, l'activation des modules, etc. Et c'est actif sur c'est dans le nuage, donc vous pouvez aussi y accéder. Donc, déroulement, ben, l'historique, structure survol du projet. J'ai expliqué un peu d'où ça vient Delibar. Qui s'en occupe et pourquoi c'est toujours vivant. Ensuite, ben, l'installation dans un environnement web, on va le faire en interactif. Vu l'ensemble du système, j'ai montré les gros blocs d'un système ERP CRM, en fait, de comment Delibar, là, les assembler. On va activer un module, configurer l'entreprise, on va l'utiliser. Je vais parler des moyens qu'on peut se former pour Delibar parce qu'il y a beaucoup de ressources disponibles en libre et finalement le développement. Donc, si on veut rajouter de la fonctionnalité spécifique pour nous, il y a un chemin à suivre. Si on veut intégrer des changements dans le noyau, il y a un autre chemin à suivre. Et je vous explique tout ça. Donc, Delibar, alors, Rodolphe Quiédeville, Monsieur Quiédeville, c'est vraiment l'instigateur du projet. Mes recherches, en fait, j'ai trouvé en faisant mes recherches que le tout semble avoir émergé à l'Association pour la recherche en informatique libre en France. Bon, à l'époque, ce que Rodolphe Quiédeville expliquait, c'est qu'il y avait, il créait un site web, il y avait des besoins pour, faire des devis, des factures. Et à un moment donné, il en est venu à généraliser le truc. Et le truc généralisé, c'est devenu Delibar, en gros.
Ouais, c'est ça. Il y a des membres de l'APRE qui ont enrichi le système par leur expérience et c'est en 2008 que Rodolphe Quideville a passé la main à Laurent Détailleur. Laurent Détailleur, qui est l'actuel chef de projet de Dolibar. Il y a aussi son entreprise DoliCloud qui offre Dolibar en nuage. Donc, vous pouvez accéder comme ça à une installation, mais là, bon, c'est vous allez payer par tête de pipe, mais il va tout gérer pour vous. Voilà. Donc, l'extrait sur Rodolphe Quideville est tiré du livre « Bien gérer son entreprise avec Dolibar » de Romain Deschamps. J'ai commandé une version papier à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc vous l'avez depuis déjà 3-4 ans. Il y a une édition que vous pouvez emprunter, papier, là-bas. Bon. Alors, c'est ça. La structure est survolée. Il y a à peu près, statistiquement, 250 contributeurs actifs là par année. J'ai pris une période, j'ai regardé là comment ça évoluait tout ça, puis environ 250 contributeurs par année sur un total de, je pense qu'on a 800 ou 600 contributeurs dans le projet. C'est l'association Dolibar qui dirige le développement. Donc, c'est une association, c'est une OSBL française, qui prend les décisions sur les positionnements. Donc, il y a des comptes rendus, il y a des comptes à rendre dans le fond. Là, c'est une entité réelle française qui s'occupe de la promotion et du développement du cœur applicatif. Ils vont aussi organiser 2 fois par année les DevCamp de Dolibar. Il y en avait un même la semaine dernière, en fait, il y a 4 jours à Angoulême. Ils ont fait ça à la mairie d'Angoulême, un lieu formidable. Vous irez voir sur LinkedIn, il y a des super belles photos. Voilà. Donc, Dolibar est un logiciel de gestion d'entreprise de toute taille. Donc, que vous soyez solopreneur, que vous soyez une petite OSBL qui fait pas vraiment de facturation, que vous soyez un grand groupe, Dolibar est capable de supporter toutes vos activités. Les équipes de travail sont indépendantes et distribuées à l'international. Il y en a qui sont très actifs en Espagne, par exemple, où les gens en Espagne, le nom de la compagnie m'échappe, mais ils ont dit à l'Assemblée générale l'an dernier qu'il y était 6 personnes à vivre sur le roulement de paye, la vente des modules via le Dolistar. Donc, juste en étant capable de personnaliser la solution, ils sont capables de faire travailler des le processus de modification centrale, donc du cœur applicatif, il est validé, fusionné par l'organisation. Donc, ça passe par la Fondation Dolibar pour tout ce qui est modification au cœur applicatif. Bon, évidemment, il faut faire un embranchement, vous pouvez partir avec votre propre cœur applicatif puis faire ce que vous voulez avec, mais ils ont mis beaucoup de mesures en place pour s'assurer de la qualité du système. Et les décisions aussi qui ont prises dans le temps, donc, sont, je dirais, maintenues par le comité de direction. Alors, ça c'est important à comprendre. C'est assez sérieux. Donc, c'est des gens sérieux. En fait, l'écosystème Dolibar est composé d'entreprises qui développent pour adapter la solution au marché, à leur marché spécifique. Pour la feuille de route. En anglais seulement. 2 versions majeures par année, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, Dolibar évolue à un rythme de 2 versions majeures par année. Souvent, c'est juste des versions de maintenance. Donc, pas de gros changements au cœur applicatif, pas de gros changements qui risquent peut-être de briser votre module. Donc, c'est ça. Bon, il y a toutes les explications. Pourquoi 2 sorties par année? La notion de gel du développement. Donc, en ce moment, la version 23 elle est gelée. Donc, ils sont en train de finaliser les dernières modifications pour être capable de l'envoyer comme version stable et publique. Bon, c'est intéressant du moment où vous voulez, dans le fond, développer le système, comprendre comment tout ça va... si vous voulez faire un changement, par exemple, dans le noyau, comment s'y prendre? Ben, ça commence par aller sur le GitHub, par faire indiquer qu'il y a une demande. Donc, généralement, on va ouvrir un issue, là, une demande dans GitHub. On va documenter le changement à faire, comme par exemple, à un moment donné, j'ai découvert par exemple, super simple, le dernier que j'ai réglé, c'était pour nos taux de taxes. Donc, on a 2 taxes. On a 2 taxes et au niveau comptable, Dolibar ne permettait que d'avoir un compte de taxes à recevoir, un compte de taxes à payer. Donc, pas moyen d'avoir TPS à recevoir, TVQ à recevoir dans 2 comptes différents. Il n'y en avait qu'un seul. Et donc,
J'ai rajouté ça dans ces quelques semaines seulement. Dans la version 23, maintenant, Dolibar nous permet d'avoir 2 comptes comptables pour mettre nos taxes dedans. Et le tout s'est fait très fluide, très fluide. On apprend avec le temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes de validation quand on veut soumettre des changements dans l'écosystème Dolibar. Installation. OK, là, c'est le moment où on tombe dans la pratique. Alors, je vais prendre mon écran ici à côté. Donc, la première étape, dans le fond, c'est vraiment d'aller récupérer le logiciel sur le site web de la Fondation Dolibar. Dolibar.org. Si on va là-dessus, on va avoir les liens de téléchargement. Donc, SourceForge, les versions stables sont sur SourceForge. Vous pouvez aussi aller sur GitHub pour récupérer la dernière version de développement ou n'importe quelle version depuis le début des temps. Il y a le Dolistar aussi qui vous permet d'aller chercher des modules complémentaires dépendamment de votre domaine d'activité. Vous pouvez avoir besoin de modules spécifiques. Une fois qu'on a le logiciel téléchargé, on va tout simplement l'installer dans le serveur web. Je ne vais pas passer au travers de l'installation sur un serveur web, ça va assez de soi. Il y a des paquets d'installation de Dolibar aussi pour Debian qui viennent déjà tout préfaits, pour Windows aussi. Mais traditionnellement, en tout cas dans notre cas, on a un serveur web Linux, on télécharge le TAR, on dézip ça, on crée la base de données, un peu manuellement. Donc, une fois que tout ça est installé, que c'est dans le serveur web que vous avez donc associé votre nom virtuel, tout ça, vous le lancez, puis ça tombe sur la page d'installation. On fait l'étape suivante, blablabla. Il vérifie les prérequis, la version de PHP, tout ça. Donc, OK, si tout est beau, on peut démarrer. Ensuite, donc, on y retourne. Alors, j'ai mon mot de passe ici. Voilà. Donc, OK. Bon, parfait. Je vais quand même expliquer un peu cette interface d'installation pour ceux qui sont plus débutants. Les fichiers web qui vont être servis par leur serveur web sont dans le répertoire contenant les pages web. Donc, le premier paramètre qu'on a en haut ici. Les documents qui vont être générés par le système, donc toutes les factures, les devis, etc., les images qu'on va téléverser vont être dans le répertoire des documents. Donc, lui, généralement, on le met à l'extérieur de la racine web. Parce que Dolibar va avoir des fichiers, des scripts qu'on va appeler pour qu'il aille récupérer la ressource sur le disque et le présenter. Donc, on n'a pas d'accès direct aux ressources comme ça, c'est protégé. Oui, parce que Dolibar a fait, d'ailleurs, il se préoccupe de la sécurité. Yogosha qui a fait une audit de sécurité il y a 2 ans. Ils ont eu plein de mesures qu'ils ont mis en place. Ils font des devcams des fois juste pour ça. Donc c'est assez sécuritaire. Et donc, on a défini le répertoire des pages web, on a défini le répertoire des documents, mais on a défini aussi l'URL racine, donc la racine du système. On peut forcer les connexions en HTTPS, c'est toujours une bonne idée. Ensuite de ça, on a le nom de la base de données qui s'appelle, dans mon cas, Dolibar Demo. Serveur local, identifiant, démo Dolibar, mot de passe, secret. Et donc, quand on a, normalement, les configurations sont bonnes, ben là, il va tout simplement mettre des crochets verts. Et là, ben voilà. Donc ici, il va juste me rester à rentrer les informations de l'administrateur du site. Donc, je mets ça. Voilà. Voilà. Donc, l'installation se fait relativement rapidement. Une fois qu'on a mis les composantes en place, ça va quand même très... et dès qu'on a un système fonctionnel, la première chose qu'on fait, en fait, ça va être aller configurer notre organisation. On peut aussi installer des modules ou activer des modules au préalable, des modules qui nous font plaisir. Donc, par exemple, une des premières choses qu'on peut faire au niveau de l'affichage, on peut aller configurer la langue, langue par défaut. J'espère que je ne me trompe pas. Si on met FRCA, ça c'est ce qui m'avait séduit dans Dolibar dès le début, c'est-à-dire le fait qu'il avait mis le drapeau de la Polynésie française comme pour le français du Canada. Bon, OK. Ce drapeau, je crois qu'il n'existe plus. Il a été retiré, mais il est toujours là quand même ici. Donc, ça m'avait séduit.
Mais bon, je m'en suis pas arrêté là. Donc, dans Delibar, on va configurer notre organisation, on va configurer nos tiers, on va les localiser à quelque part. Donc, il y a un truc que j'ai fait, qui je crois est actif. Là, je l'ai pas mis encore. Bon, je vais le mettre. Alors, je vais déployer un module qui est pas encore là parce que c'est une installation fraîche. Alors ici, mon module Québec qui est libre de droit. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Dolistar. Alors, quand on va activer le module Québec, le Québec, un pays. Alors, Delibar, maintenant, on est capable de se localiser au Québec. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, mon entreprise, Réseau social de Grand Prix Technologie. On va mettre quand même le dollar canadien. Hein. On sait que ça aussi, ça parle. Il y a des discussions. Et on va se localiser au Québec. Voilà. Soyons créatifs, hein, soyons fous. Je suis à Rivière-Rouge. Alors, on est dans les Laurentides. Voilà. Alors, j'ai utilisé la flexibilité que permet Delibar pour faire exister le Québec comme pays. Donc, j'enregistre. Et bon, ceci dit, du coup, alors, mes clients vont pouvoir être localisés aussi au Québec. Tout ça pour arriver au point où maintenant on va activer les modules qui vont nous permettre de constituer ce qui va être utile dans notre activité d'entreprise. Alors, si on dit, bon, je vais faire de la comptabilité. Il y a la comptabilité en partie double que permet Delibar. Donc, juste en activant le module de comptabilité en double partie, j'ai plein d'autres modules qui ont été activés, qui sont, dont dépend le module de comptabilité avancée. Donc, les tiers, la facturation, la caisse, la comptabilité, qu'on peut configurer. Donc, quand on active le module, première chose à faire, c'est de le configurer. Dans le cas de la comptabilité, on va avoir, par exemple, le plan comptable. Et donc, avec le module Québec, on a le plan comptable québécois qui vient avec. Un plan comptable de base. Moi, je recommande pas d'utiliser la comptabilité simplifiée parce que c'est la double entrée qui est utilisée par les professionnels de la comptabilité. Il n'y a pas un professionnel comptable qui va utiliser autre chose que de la comptabilité à double entrée. Donc, c'est vraiment la principale raison pour l'utiliser. D'ailleurs, ce module-là de comptabilité à double entrée, on peut dire comptabilité avancée, vient avec un didacticiel qui va vous permettre, il vous prend par la main là, pour configurer le module comptable. Déjà, les grandes premières étapes, 1, 2, 3, 4. On va donner notre année fiscale, etc. Puis les étapes 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est les opérations qui vont être faites périodiquement par notre comptable, genre conciliation bancaire, paiement de taxes, etc. Donc, c'est les opérations courantes. Et Delibar permet de faire ces opérations-là. C'est assez complet et puis vraiment, le système pour la comptabilité, à tout le moins, nous prend vraiment par la main pour nous guider, pour mettre ça en place. Puis il y a aussi plein de documentation qui est libre sur Internet. Donc, écoutez, je ne sais pas à quel point j'ai besoin d'aller creuser dans les fonctionnalités du système avec vous, étant donné que le temps passe vite. Généralement, ce qu'on va avoir besoin, c'est une banque par défaut pour commencer à faire des écritures comptables, à être capable aussi d'avoir des factures qui rentrent bien. Donc, du moment qu'on a activé le module de comptabilité avancée, on va voir des champs apparaître dans les différentes interfaces. Comme en ce moment, là, je crée ma banque par défaut. Puis là, je dis, OK, le code comptable de la banque, c'est quoi? Dans mon plan comptable, j'ai un compte comptable associé à ça. Donc, on est vraiment dans les pratiques de comptabilité, comme on voit à l'école. On peut dire aussi, ça, c'est associé au journal des finances. Alors, pour les rapports comptables, ça va se retrouver là. Voilà. Au niveau de l'interface, maintenant, il y a beaucoup de termes dans l'interface qui sont hérités, qui viennent du patrimoine de Delibar, qui est européen, hein. Donc, IBAN, SWIFT, peut-être même des codes internationaux, je ne sais pas trop, mais on va voir des fois dans l'interface comme TVA. TVA va revenir si souvent comme terme. D'ailleurs, en parlant de taxes, parce que c'est plate, mais c'est aussi le nerf de la guerre. Hein. Entreprise, alors, quand on crée notre entreprise, on va lui dire, on est assujetti. Taxe de vente,
TVA, donc c'est la TPS, assujetti à la TVQ. Donc ça, c'est dans Dolibar depuis que le drapeau de la Polynésie était utilisé pour le français-Canada. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, en cochant ces deux paramètres-là, je dis au système, je suis assujetti aux deux taxes. Et donc, quand je vais faire une facture, il va me calculer un montant de TPS et un montant de TVQ. Je pourrais être assujetti à une troisième taxe. D'ailleurs, Dolibar gère tous les termes, comme les taxes, dans des dictionnaires. Alors, on voit les dictionnaires par défaut ici. On en a un, c'est le taux de TPS. Le module Québec a créé les trois taxes hors taxes, donc on est à 0%. TPS seulement, TPS plus TVQ. Donc, une taxe combinée, 5% puis 9,975. On a le type de taxe ici qu'on voit inclure taxe 2. On voit un type 1 qui est écrit ici, là. Bon, on a la définition dans l'infobulle. Le système nous donne beaucoup d'informations comme ça lors de l'utilisation, là. Informations contextuelles. Donc, on voit que le type 1, c'est la taxe locale qui s'applique sur le montant hors taxe. Ouais, c'est ça. Donc, elle n'est pas composée, autrement dit. C'est ça. Donc, mais on pourrait, si on est dans un pays où la taxe est composée, le configurer comme tel. Ça, c'est un exemple, dans le fond, pour les taxes, mais il y a plein d'autres choses. Au niveau des dictionnaires, on peut rajouter des monnaies, on peut rajouter des pays. Dans le fond, le module Québec, tout ce qu'il fait, il est allé rajouter le pays dans cette liste-là. Il est allé rajouter les régions administratives du Québec comme les États de ce pays-là, et ainsi de suite. Et on est capable, donc, de travailler directement sur la donnée. Alors là, c'est vraiment... la limite, c'est notre créativité. Donc, de valeurs associées à des listes se retrouvent, dans la majorité des cas, dans les dictionnaires de Dolibar. Les modes de paiement, par exemple, je ne sais pas si j'ai mis Interac, je pense qu'il n'est pas encore là, dans le module Québec, mais on avait... Oh, bon, je tape une erreur technique. Ça arrive, hein, c'est une démo non préparée. Alors, voilà. Donc, on peut rajouter des modes de paiement. Donc, je pourrais avoir Interac. Je pourrais rajouter le code de paiement Interac dans les attributs de mes clients. Question que la facture l'affiche au besoin. Et ainsi de suite. Donc, parfait. Donc, je vais créer un tiers de test. Je vais l'appeler Martial Bigra. Hein? Bigra. Tout à fait. Donc, Martial est un client. On va dire ça comme ça. Il est au Québec, hein, pourquoi pas? On va te mettre à Montréal. T'es à Montréalais? Ben, je sais pas, t'es peut-être à Longueuil. Créer un client comme ça, on dit taxe de vente utilisée si c'est taxable avec la TPS seulement. On peut l'assujettir à la TVQ aussi. Donc là, ben, ce client-là va avoir sur les factures les deux taux de taxe, tout simplement. Donc, Martial est créé. Bon, ça va. Je peux aller dans sa fiche client. Et à partir de là, je peux créer une facture directement. Rajouter des produits, tout ça. Avant d'aller plus loin, puis pour vous laisser aussi le temps de prendre une petite pause de moi qui parle, Martial, je vais vouloir accéder ici. Il faut que j'arrête de te présenter ici. Ouais, j'arrête le partage. Je reviens là. Je prends la présentation. Donc, OK, installation. Bon, là, je te passe vite là-dessus, mais effectivement, si on veut agencer la solution, de base Raspberry Pi, serveur web Apache, PHP, base de données MySQL, puis on prend le GitHub. C'est très simple. C'est tout du logiciel libre, aucun frais associé à ça, sauf peut-être le matériel, puis vos propres compétences. OK, ça que je voulais en venir. Donc, toujours tiré du livre Bien gérer son entreprise avec Dolibar de Romain Deschamps. Le flux de travail de Dolibar. Donc, je suis allé un peu vite avec les factures, mais voici comment tout est lié au niveau de l'entreprise. Donc, on voit que les tiers, c'est pas mal la base. À partir des tiers, ben là, ou bien il est fournisseur, ou bien il est client.
partenaires l'ont mis à côté, mais dépendamment qu'on est fournisseur ou client, on tombe dans 2 silos complètement différents. Au niveau fournisseur, c'est des demandes de prix. En tant qu'on vend des ordinateurs portables. Donc, on peut avoir Lenovo T810, je ne sais pas si ça existe, chez fournisseur A puis chez fournisseur B, puis on peut avoir 2 prix différents chez chacun des fournisseurs. On peut documenter ça, puis au niveau de l'acquisition, après ça, on peut choisir selon nos différents fournisseurs. Bien sûr, on peut mettre à jour dynamiquement les prix de nos fournisseurs. Si derrière, on a mis en place un automate qui va aller récupérer les prix quand ils changent chez nos fournisseurs, c'est des choses qui sont possibles de faire vu qu'on a accès au code source. Si on développe en PHP, un PHP permet aussi d'aller faire ce qu'on veut. Donc, on peut développer ce qu'on a besoin de faire en arrière. Delibar vient aussi avec un système de tâches automatisées, donc des cron jobs applicatives. Quand on configure le script dans le système, les tâches automatisées vont rouler périodiquement selon la fréquence choisie. Bref, ce schéma-là explique grosso modo comment tous les objets du noyau sont liés entre eux. Comment on peut, par exemple, à partir d'un client sur le portail de tickets, de soutien ou de demande informatique ou peu importe, là, il peut remplir une demande et on peut basculer ça en intervention. On peut après ça facturer cette intervention-là qui va se retrouver dans les journaux comptables. Donc, tout ça est lié et ça se fait de façon très fluide. Rodolphe Quiédeville, quand il a créé Delibar, l'esprit, je veux que quand le client, je l'ai au téléphone, la conversation se termine, puis j'ai dit, c'est beau, tu as mon devis dans ton courriel. Et le client est encore au téléphone. Donc, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de super efficace au niveau du processus pour être capable de livrer rapidement l'information. Voilà. Donc, ça, c'était l'esprit de Delibar initial, puis je vous dirais, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, ce qui a évolué, c'est la capacité de s'adapter au domaine métier. Donc, on a le noyau applicatif qui contient toutes les fonctions de base et qui est maintenu par la fondation. On a le Dolistar, donc là où on va aller chercher nos logiciels, donc dolistar.com, je pense. Les prix sont en euros. Et donc, c'est là où les développeurs peuvent faire un peu d'argent parce que développer du logiciel, c'est coûteux, on le sait. C'est coûteux, c'est risqué. Et ça a besoin d'être maintenu parce que Delibar a son propre cycle de vie. Le noyau va évoluer. Par exemple, il y a à peu près 2 ans, Google a décidé que les connexions SMTP, c'était fini. Il fallait passer par des jetons. Ben là, Delibar, il faut qu'il s'adapte. Ben non, on ne peut plus se connecter à Google avec identifiant mot de passe. Il faut utiliser un jeton d'application. Et donc, changement au noyau. Le changement au noyau, ben c'est ça. Donc, ça évolue. Il a son propre cycle de vie. Et donc, aussi, les logiciels, les modules qu'on développe pour certaines applications spécifiques, ben si on veut que ça suive le cycle de vie, ben il faut s'assurer d'avoir mis en place tout ce qu'il faut au niveau du génie logiciel, par exemple, pour être capable de développer adéquatement la solution. Donc, je reviens à la présentation pratique. Alors, Martial, je vais t'envoyer une facture. On y est. Donc, bon, évidemment, on facture quoi? Bon, on peut facturer des trucs qui sont pas représentés dans le système. On va appeler ça des lignes de produits ou services libres. Ou on peut facturer des produits et des services qu'on a documentés dans le système, donc des trucs qui sont vraiment dans notre inventaire, par exemple. Donc, pour faire simple, là, ce qui est en gras, en pourpre gras, en rouge vin, c'est obligatoire. Et ce qui ne l'est pas, ben ne l'est pas. Donc, on va dire que Martial, ben, tu me dois ça dans 30 jours. Hein, je te donne. OK, non. 45 jours, fin de mois, peu importe. On crée le brouillon. Voilà. Donc, au niveau ajouter une nouvelle ligne. Alors, je peux choisir ligne libre de produits ou de services. Et là, ben, je rentre une description arbitraire. Je peux décider de ce que je veux. Je choisis le taux de taxe applicable. Par défaut, ben, c'est TPS TVQ ici. On va dire 12 $ et quantité, ben, on va en mettre 21 et j'ajoute. Et automatiquement ici, on va voir que mes TPS TVQ sont là.
Et donc, cette facture-là, si elle fait son chemin jusqu'en comptabilité, parce qu'à un moment donné, il y a les opérations courantes de la comptabilité du comptable qui va dire ben, telle facture de ce mois dernier, ben, on la passe en compta. Là. Bon, ben, en tout cas, les chiffres vont se retrouver dans les grands livres quand les opérations de comptabilité sont faites a posteriori. Là, en ce moment, la facture est en brouillon, donc la référence PROV, c'est pour provisoire, donc c'est un document brouillon. Il ne resterait plus qu'à la valider. Donc, on peut valider ça comme ça ici. Il y a de la double validation, et là, bon, elle est validée. Je peux l'envoyer par courriel directement. Là, je vais vite, là, il y a plein de choses. Les messages, on a des modèles de courriel dans le Dolibar. Donc, on peut faire nos propres modèles de courriel puis les personnaliser. On va être capable d'avoir des textes de remplacement. Texte de remplacement, je crois que ici, on a toutes les variables de substitution disponibles. Et il y en a plus, et on peut en avoir des personnalisés aussi. Donc, on peut générer nos propres messages en format HTML. Ça peut être du contenu généré dynamique. Ça fonctionne bien. On peut générer des tableaux dynamiquement, puis juste mettre ce qu'on appelle le placeholder là, en termes communs, là, pour générer après dans le code de ce qu'il faut. Les modèles de documents sont gérés dans Outils, modèle d'email. Et là, bon, on est capable d'aller dire, mettons, faire un sujet de test ici, type de thème, voici, c'est un modèle de document pourquoi, pour tout, pour les factures clients, par exemple. Donc, on peut, comme ça, tout simplement, se faire notre propre modèle. Ce qui fait que, bon, j'aurais pas d'exemple très parlant à vous montrer, mais quand j'envoie une facture de mon Dolibar, c'est bonjour, le nom du client, voici votre facture en pièces jointes, puis je rajoute le détail après manuellement. Et ça se fait de façon très fluide. Donc, et là, en même temps, les types de thèmes que je vous ai montrés, on a un sous-ensemble très concis parce que j'ai pas activé tous les modules de base qui nous seraient utiles dans ce cas-ci. Par exemple, si je veux pouvoir commencer à gérer des produits réels et des stocks d'inventaire, ben, je vais activer le module des produits. Pour commencer, les produits, je veux-tu des services? OK, je vais voir des services. Je veux-tu des codes barres? J'ai des codes barres, ben je vais mettre des codes barres, ok, parfait. Je veux-tu être capable de construire des modules à partir de l'interface? Ben oui, ça me plaît, hein, parce qu'une interface de développement rapide où Dolibar va nous générer le squelette pour faire nos propres modules rapidement. Bon, est-ce que je veux l'API? Est-ce que je veux les fonctionnalités d'intelligence artificielle? Donc, est-ce que je veux pouvoir avoir une petite barre qui me dit génère-moi la description de ce produit? Tu sais? On demande à l'IA de nous générer le texte pour notre produit. Ben là, bien sûr, il faut se connecter à des services tiers. Donc, la liste des modules de base, on voit, il y en a comme quand même 81, là. C'est quand même beaucoup. Généralement, ceux qu'on veut, utilisateurs groupe, effectivement, les tiers, les propositions commerciales, donc ça, c'est les devis, les soumissions qu'on va envoyer. Commande client, bon, ça dépend vraiment des contextes. C'est là où on va se dire, qu'est-ce que mon entreprise fait, puis qu'est-ce que j'ai besoin d'activer comme fonctionnalité de base. Et ici, il y a des trucs qui sont pas là. Il y a des bonnes chances que dans le Dolistar, on les retrouve, que quelqu'un l'a déjà développé. Des fois, c'est pas cher. Pas cher, peut-être une cinquantaine d'euros. Mais souvent, 50 euros, c'est moins cher que de passer l'après-midi dessus. Donc, des interventions aussi, on pourrait rajouter ça. Les stocks. Les stocks, c'est toujours intéressant d'être capable de tenir un inventaire de nos produits. Puis finalement, mettons qu'on veut avoir un point de vente. Ben, il y a un point de vente qui vient de Dolibar. Point de vente Tech POS. Donc, ma démonstration, maintenant, je vais migrer un peu vers justement ce point de vente. Je vais aller créer un produit, des catégories de produits, puis je vais juste vous montrer comment on peut l'afficher sur le point de vente qui est web, dans le fond. Fait qu'on peut se déplacer, on peut aller dans des foires, des marchés forains ou des foires alimentaires pour aller vendre nos produits, puis tout faire ça avec Dolibar.
Donc, par exemple, pour configurer le terminal de point de vente ici, on va commencer par dire, ben, on a combien de terminaux? Fait que les terminaux, comme si vous allez au resto pub en bas, il y a les maîtres D, je pense qu'ils ont un écran, ils ont un terminal. De Libar, on peut avoir, on peut en avoir 20, on peut en avoir 200. Hein. Et il n'y a pas de licence associée à ça. En mettant qu'on a 20 terminaux, ben là, ça va faire 20 onglets à configurer. Est-ce qu'on peut vendre des services? Donc là, on vient dire qu'est-ce qu'on veut faire avec notre point de vente ici. Pavé numérique, oui. Paiement direct en espèces, ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on veut contrôler le tiroir caisse? Hein, il y a des intégrations avec les tiroirs caisse qui sont possibles aussi. Donc, on va garder ça simple. Je vais enregistrer tout simplement ici. Configuration sauvegardée. Ah, attends, j'en ai mis 20. Hein. Enregistrer. Bon, 20. 20 terminaux. Donc là, j'ai mis 20 terminaux qui apparaissent. Terminal 1, je dis, ben OK, terminal 1, c'est quoi son nom? C'est qui le tiers générique? Ben, c'est Martial. Donc, par défaut, tout ce qui va être facturé au terminal de point de vente va être facturé à Martial. Ben oui. Bon, ensuite de ça, pour le point de vente, on va donc définir c'est quoi les comptes par défaut à utiliser pour l'encaissement. Donc, tantôt, j'ai créé une banque, là. Par défaut, ben, c'était essentiellement pour être capable ici d'aller l'utiliser. Banque par défaut. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'on a besoin de faire ces liaisons-là avant de commencer à l'utiliser. Forcer et restreindre l'emplacement entrepôt pour les stocks. J'ai pas d'entrepôt ici. Je vais en créer un rapidement. Entrepôt. Je vais l'appeler entrepôt tout court. Créer. Parfait. Ici, je reviens. Je rafraîchis le truc. Je remets ça. Hop. Entrepôt. Parfait. OK. L'action, elle est sauvegardée. Donc, je serai capable, à partir de cette étape-là, d'aller sur mon point de vente puis de commencer à vendre des produits. Quand j'ai ouvert cette page-là, ben, il m'a demandé déjà, j'étais localisé sur quel terminal. Donc là, je lui ai dit, mais bon, là, j'ai pas de produit encore. C'est normal qu'on voit rien. Mais avoir des produits, on aurait, bon, les images, les prix, tout ça affiché, qu'on est capable de fonctionner avec. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui. La différence entre la fondation et l'association de Libar. Si vous voyez les termes fondation et association, c'est mon erreur. C'est l'association de Libar. Je l'appelle la fondation, c'est Delibar Foundation. C'est un faux ami. Mais officiellement, c'est l'association de Libar sur les papiers en France. Donc, des fois, c'est juste mon erreur, mais c'est la même entité. Donc, en gros, c'est un parcours assez quinquennal des possibilités de Libar. OK, formation, il y a le de Libar qui contient beaucoup d'informations sur comment faire. Il y a les forums régionalisés. Donc, il y a le forum de Libar France, de Libar International qui va être en anglais. Il y a des manuels disponibles. Donc, il y a des gens qui font de la rédaction. On Romain Deschamps, on a vu un peu ce qu'il fait. Bon, on a accès à ces trucs, mais il y en a d'autres. Il y en a qui font des manuels à chaque version qui mettent en lumière, mettent en évidence les grands changements. Il y a les tutoriels sur la chaîne YouTube. Donc, il y a des gens, puis c'est tout en français, là. Il y a des gens qui ont fait des tutoriels sur YouTube, des fonctionnalités principales de Delibar. Il y a aussi, à chaque fois qu'il y a un DevCamp, qui vont présenter les nouveautés. Et donc, il y a Laurent Détailleur qui fait sa présentation en français. Et donc, pour nous, c'est très accessible. Ouais, voilà. Il y a le serveur Discord où il y a les utilisateurs qui ont un canal, les développeurs aussi ont un canal. Donc, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire, on a un accès direct. Et bien sûr, la meilleure documentation est dans le code source. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ben, on va voir dans le code, puis généralement, on trouve notre réponse. J'accélère. Pour le développement personnalisé, ça part toujours d'une intention, je dirais, structurée. Donc, on applique tout simplement les principes du génie logiciel. Ici, la norme 12207. Que ça, c'est des choses qu'on fait pour structurer notre travail, être capable aussi de garder des bonnes pratiques. La pire chose à faire, c'est de modifier le noyau de Delibar pour mettre des trucs personnalisés.
sans leur contribuer. Parce que si on fait ça, c'est clair qu'on vient de briser le cycle de vie de l'installation. Ça ne survivra pas, le changement ne va pas survivre à la mise à jour. Donc, faut réfléchir quand on fait des modifs, comment on les fait. Et c'est ça, on a des guides en génie pour nous aider avec ça. Le développement, j'aurais aimé ça, passer plus de temps là-dessus, mais tout ce que je peux dire, c'est aller voir sur le wiki. Il y a une documentation développeur qu'on met à jour en tant que développeur un peu à mesure. C'est expliquer comment on va brancher Xdebug, par exemple, être capable de débugger notre environnement PHP. Notre code PHP, c'est important d'avoir un bon débuggeur. Les tests aussi avec PHP Unit. Pour les tests unitaires, les tests d'intégration avec Selenium aussi. Donc, on va avoir une composante qui va utiliser un navigateur pour aller cliquer dans l'interface à notre place. Et comme ça, on est capable de faire en masse des tests sur nos interfaces. Ça peut même être aléatoire, donc ça, c'est inclus, mais il faut être capable de l'agencer. C'est toujours ça, le hic. Au niveau du test, en général, c'est pas quelque chose que les gens font énormément. Puis dans Delibare, il y a un peu de documentation, les gens y arrivent, mais si on veut monter vraiment une chaîne de production, une chaîne de déploiement de tests, le plus simple serait d'aller sur le GitHub, voir comment eux, ils font la chaîne de production avec les scripts qu'ils ont, parce qu'il y a toute l'analyse statique de code qui va rouler là, et pas que, donc voilà. Puis dans le wiki, vous allez retrouver en détail les notions de modularité, donc la configuration d'un module, le fichier de config du module, qu'est-ce que ça active ou pas, les objets globaux, le principe de maillage, le principe aussi de déclencheur. Alors, conclusion, Delibare, c'est vraiment un système complet, pleinement personnalisable. Par configuration, on a vu qu'il y a beaucoup de paramètres de config, mais aussi en développement sur mesure. Donc, on est capable vraiment d'aller par maillage, disons, inférer dans les processus du corps applicatif, puis par déclencheur, aller rajouter de la fonctionnalité sur les événements système. Avec ça, on peut à peu près tout faire. Développer sur un processus rigoureux, soutenu par la Fondation et contrôlé par la Fondation. Et c'est vraiment fait pour s'adapter à toutes les activités commerciales. Et ça donne de plein pouvoir d'utilisation et de modification à l'utilisateur. Et enfin, mais si vous voulez une version magique, soutenue là, professionnellement, il y a le DeliCloud par Laurent Détailleur. Merci beaucoup de votre attention.